Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on a rendez-vous au Puy du Fou et on va revivre la guerre 14-18 au sein d'une tranchée en tant que poilu. Venez avec moi, c'est parti. Oh Thibaut, il est où ton fusil? Je sais pas. Va à l'armurerie. Ok putain c'est la guerre, c'est la guerre. Du coup Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu la guerre, comment on en est arrivé là? Déjà du côté français, il y avait eu un esprit de revanche qui s'était développé après la guerre de 1871 où les Français ont perdu l'Alsace-Moselle, un gain de territoire significatif pour les Allemands. Les Allemands voulaient des terres françaises. Ils voulaient des terres n'importe où. Ok. Au niveau des tranchées, est-ce que celle-ci c'est vraiment significatif de comment on était à l'époque? Alors ici, on l'a couvert. De temps en temps, les poilus pouvaient se faire des abris de fortune, même s'ils préféraient plutôt creuser des cagnards ou des gourbis, des petits trous sur les murs des tranchées pour pouvoir se mettre à l'abri. Surtout en première ligne. C'est là où ils dormaient, où ils se protégeaient de la pluie? Exactement. Les mecs ils dormaient dans un trou. Voilà. Oh là là, impressionnant. Allez c'est parti, on va rentrer dans la tranchée, let's go. Là on entend un soldat qui parle à sa femme. Donne-moi des nouvelles de notre petite Marie. Marie c'est sa fille. C'est aussi mon ex mais on en parle pas. On entend le bruit des canons, on se croirait vraiment dans une vraie tranchée. Wow. Fallait pas être trop claustrophobe à l'époque hein. Là il y a les chaussures là. On s'y croirait, c'est ouf. Thomas, du coup, pourquoi il y a des chaussures là à côté alors? Ces chaussures, les brodequins comme on les appelle, on les entretient. On peut pas forcément aller chez le cordonnier tous les 4 matins. On reste plusieurs semaines sur le front. On a tous les outils ici pour remettre des clous. Ce sont des chaussures qui sont cloutées. Il y avait des clous sous les chaussures? C'était pour mieux adhérer en fait. Ok, comme des crampons en fait. Exactement. Le bruit des balles. Oh non! Ah, je crois que c'était un gosse qui pleurait dans l'avion. Il n'y avait pas de gosse, frérot. Ah oui, il n'y a pas de gosse. C'est l'alarme, c'est l'alarme. Moins de bruit les Allemands s'il vous plaît, moins de bruit. On s'entend pas parler hein. Du coup Thomas, ces sacs de sable là, ils servaient à quoi? Ces sacs de sable, ils servent à protéger des tirs. C'est le moyen le plus efficace et le plus facilement transportable pour pouvoir faire un mur entre l'ennemi et l'armée amie. D'accord, ça arrêtait vraiment les balles de fusil ça? Ça arrête les balles de fusil, ça peut arrêter les éclats d'obus aussi. Ok. Par contre si un obus tombe dessus, je garantis pas que tu survives. Ah ouais, tu m'étonnes. Et les câbles qu'on a au-dessus de nous en fait, c'est la fibre, c'est ça, pour aller sur YouTube? Ah non, 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 ça n'est pas encore pas à cette époque. C'est soit le téléphone, soit le télégraphe. Dans les tranchées, on avait un réseau de communication de temps en temps comme celui-là. D'accord. Mais à cause de l'artillerie, elle était souvent coupée. Hein? Des balles. Il faut pas sourire, c'est la guerre. Oh mais... Ok. Tout va bien. Ok. Pardon. Un collègue. Autour de nous, qu'est-ce qu'on a alors? On est plus sur un poste de tir, un poste d'écoute. C'est ce qui est le plus en avant de la première ligne. Ok. La première ligne et le poste d'écoute, c'est souvent le point de départ des assauts. D'accord. Et le point d'observation. C'est pour ça qu'on a un soldat ici, un tireur d'élite. Ok. On ne dit pas sniper à l'époque. Ouais. Qui va débusquer les tireurs d'élite adverses. D'accord. On passe beaucoup de temps à s'observer dans les tranchées. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas toujours des tirs d'artillerie. Bien sûr. Ça, l'ambiance qui règne, c'est l'attente. Du coup, il y avait un sous-marin, c'est ça? Non, 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 non. Ça, ce sont les périscopes d'observation. Alors, ça a le même nom que pour un périscope de sous-marin. Bien sûr. On l'utilise sur la terre ferme. Donc pareil pour regarder l'extérieur, savoir quand l'ennemi va arriver, va attaquer. Et surtout, sans trop s'exposer. D'ailleurs là c'est la guerre mais j'ai même pas de fusil pour me défendre là. Récupère ton fusil, gros. Un fusil. Là un fusil là. C'est bon on peut y aller. Je transpirais et tout là. Attention derrière toi, derrière toi. Ah non, c'est bon. Ah pardon. Est-ce que j'ai l'air crédible ou pas là? Grave, mets ton casque droit. Allez, sérieux là. Là j'ai dans les mains un fusil allemand. Exactement, le Gewehr 98. Alors c'est un vrai qui a servi? Exactement. Ah ouais? Putain, ouf. C'est pas une réplique celui-là. Et je te présente son homologue français, le fusil Lebel 1886 M93, développé en 1886 et modifié en 93. Lequel était le plus efficace? Sans conteste, le Gewehr. À l'intérieur, on a un magasin de 5 cartouches qu'on recharge par lame chargeur. Tu tires tous tes coups et t'as juste une lame chargeur à remettre dedans. Tandis que le fusil Lebel, en fait, le magasin, il court sous tout le canon. Donc pour recharger, tu dois recharger cartouche par cartouche. Ah ouais, c'était super lent. Au bout du fusil, on met la baïonnette. Je te présente Rosalie. Oh, enchanté On Rosalie. l'appelle la piquante aussi. Qui servait du coup au corps à corps à transpercer l'ennemi. T'as vu la taille? On est à 1m90 ici hein. Incroyable. Ça rigolait pas trop à l'époque quand même. Donc, ici on est dans la cuisine, c'est ça? Exactement, on l'appelle la cambuse. Et là, du coup, le repas de midi, les protéines. Ils mangeaient ça, les rats, quand il y avait vraiment rien d'autre. Le repas du poilu se compose généralement de viande et de féculents. Des patates, du riz et une boule de pain. Ok, très bien. Sinon, il a sur lui des réserves d'extrême urgence, de la viande compressée, le fameux cornet de bif, mais eux ils appelaient ça le singe. Parce que la viande avait un aspect très filandreux. Et est-ce qu'ils avaient des œufs un peu le matin pour l'omelette ou les œufs brouillés? Non. Faut pas exagérer. Ah d'accord. J'aurais pas pu faire la guerre alors, ça aurait été fini. Et là, qu'est-ce qu'on a devant nous alors? Alors ici c'est une soupe aux choux tout simplement.
c'était vraiment le plat du pauvre à l'époque. Même dans le civil, tant qu'à nourrir les soldats, Bien sûr. autant utiliser tout ce qu'on avait. Tout était réquisitionné. Les bœufs, les chevaux pour tirer l'artillerie évidemment, Ouais. mais les bœufs pour les manger. Là c'est là où on pouvait dormir. La pression quoi. Ici, où est-ce qu'on est? C'est un dortoir. Ça s'appelle une cagne généralement un dortoir comme celui-là. Waouh. Ou un ok. gourbi. Est-ce que les soldats ils dormaient beaucoup ou pas? Ça dépendait vraiment des moments, comme je te l'ai dit. Il y avait beaucoup de phases de calme et d'attente. Il a bougé lui non? Oui, il a bougé. Ouais. T'inquiète pas, il est toujours vivant Un celui-là. vrai poilu toujours vivant. Toujours vivant. C'est quand l'artillerie ennemie se déchaîne, on peut pas dormir. Et Dieu sait que c'est extrêmement bruyant. Les hommes pouvaient en devenir fous. D'ailleurs, ils étaient très nombreux à avoir une amnésie en fait. Ils oubliaient les événements qui avaient eu lieu durant le moment qui les a choqués. Ils ne se rappelaient que quelques jours avant. Tu vois, dans ce dortoir, on a tout l'équipement du poilu. On a les ceinturons, on a un havresac du poilu. Il y a 30 kilos là-dedans. Et ils se baladaient avec ça? Ils se baladaient avec ça d'une affectation à une autre. Incroyable. Le Oh là poilu là. porte son armoire sur le dos. C'est bien après pour la muscu, c'est bien pour la condition physique. Oui, c'est vrai, mais bon, tout le monde n'est pas aussi musclé que toi. Ah, hein. oui, ah, il est- Tout le monde n'est pas Il est aussi fort. charmeur, il est charmeur. Porter 30 kilos pendant 4 ans de guerre, c'est peut-être un petit peu long aussi. Ça fait très long, surtout qu'ils sont rares ceux qui ont fait les 4 ans de la guerre. C'est pas faux. Dans l'équipement du poilu, t'as ton uniforme, le bleu horizon, couleur de l'uniforme. C'est très beau mais pas très discret non dans les tranchées. Si justement, D'accord. c'est plus discret que le rouge garance qu'on avait. Ça sert à quoi ces bandes là? Les bandes moltières à protéger la jambe et le pied de la boue, de la poussière. Ça remplace une botte et l'effet compresseur permet de tenir plus longtemps debout sans trop se fatiguer. Ok, ah, intéressant, ok. La gourde tout simplement pour avoir de l'eau ou alors du pinard. Beaucoup buvez de l'alcool ou pas? L'armée n'a jamais été très avare de pinard, Ok. justement pour essayer d'alléger un peu le quotidien du poilu et de faire en sorte qu'il ait moins peur pour qu'il parte à l'assaut. Ah oui, j'avais lu comme quoi apparemment les poilus avant les assauts ils se bourraient un peu la gueule. On n'en est pas à ce niveau-là non plus, Ah, mais d'accord. tu vois, un verre d'alcool, généralement, t'es un peu désinhibé. Allez on passe à la suite. Regarde Tony là-bas. Pardon, ça manque de petites. Du coup ici où est-ce qu'on est alors? Alors là, c'est la première ligne, la ligne d'assaut. Ah ok, c'est là où il y a la bagarre. Exactement, derrière, c'est les Allemands. Du coup il y a eu combien de morts à la première guerre mondiale? Première guerre mondiale, 8 millions de morts. Français À ou peu en près. général? En général, on a aussi 20 millions de mutilés, les fameux gueules cassées, Ok, ceux qui ont été blessés pendant la guerre, etc. et il y a eu 7 millions de prisonniers. Un carnage quoi. La première guerre industrielle ne laisse pas indifférent. C'est quoi? C'est un tank? Il y a un tank qui a chuté. Oh là là, ce bordel. Et c'est incroyable de se dire que c'était il y a seulement 100 ans. Derrière nous, il y a eu un petit accident. Exactement, on retrouve un char français qui est tombé dans la tranchée. Waouh. Ça pouvait arriver ça? Ça pouvait arriver quand la tranchée était beaucoup trop large. Les chars ont été développés justement pour passer au-dessus des tranchées. C'était quoi comme marque de char? Un Renault FT17. Renault, avant de faire les voitures, ils faisaient des chars. Ils faisaient d'abord des voitures et ils ont été appelés par l'État pour faire des chars. Ok, waouh. Il y avait eu d'autres modèles avant eux, mais c'est ce char-là qui a donné le char vraiment qu'on le connaît, le char contemporain. Mitrailleuse. Wow. Hollywood. Et est-ce qu'il y avait des mitraillettes alors? Alors des mitrailleuses. Ok. Des mitrailleuses lourdes, c'est le véritable nom. Première guerre mondiale, c'est leur guerre. La guerre des mitrailleuses en même temps que la guerre d'artillerie. D'ailleurs, t'en as une derrière toi. Là, c'est une vraie mitrailleuse. Exactement, désarmée forcément, qui a fait la guerre. Putain, impressionnant. Fallait pas être en face quoi. Je te présente la Hotchkiss, modèle 1914. Enchanté. Oh là là. Ah, les opérations à côté. Oh là là, les blessés, les blessés. Ce qui lui est arrivé. C'est horrible. Du coup, là, on est où? À l'infirmerie, c'est ça? On est au premier poste de secours. C'est le poste avancé où on rafistole les blessés les moins graves pour pouvoir les renvoyer tout de suite au front. Et ici, on fait aussi le tri pour savoir qui doit être envoyé à l'arrière dans les hôpitaux. Et malheureusement, durant ce conflit, on peut pas sauver tout le monde. Si on doit passer 4 heures sur un homme pour pouvoir le sauver, alors qu'il y en a 2 où on passe 1 heure et un autre où on passe 2 heures, Ouais. le choix est vite fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les poilus, ils faisaient leur lessive? Tout à fait. C'est vrai? À défaut de pouvoir laver les corps tout le temps, se laver les cheveux pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les totos, ce sont les poux. Ok. Leur petit surnom affectueux où on essaie au maximum de laver les vêtements et les masques à gaz. Pour toujours garantir un peu l'hygiène et le confort du soldat, j'imagine. C'était pas la priorité, mais les soldats aimaient plutôt se sentir propres un maximum. Combien de douches ils prenaient hein? Pas beaucoup. Y a pas de chiffre. Quand tu te laves, tu repars marcher dans la boue. Ouais. T'abandonnes un peu l'idée de temps en temps. Oh, les maladies là, il y a tout le monde qui tousse. Oh, le masque. Il y a le Covid déjà à l'époque. Du gaz moutarde. Moi je suis plus ketchup. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes team moutarde ou team ketchup. C'est pas comme ça le masque. Mets ton masque, Thibaut. Enlève ton casque, mets ton masque. Putain. Passe ton fusil. C'est bon.
bon, il est bien mis là. Du coup là, on sent que ça sent la moutarde. C'est le fameux gaz moutarde, l'hypérite, qui a été développé par les Allemands, qui fait partie des gaz caustiques. C'était quoi les effets négatifs de ce gaz? Il passe à travers la peau, il endommage les muqueuses des poumons, il endommage les yeux, ce qui fait que non seulement tu suffoques, mais en plus t'es aveugle. Par contre, c'est la première et dernière fois qu'on utilise les gaz dans une guerre à échelle industrielle, parce que très difficile à contrôler à cause des vents. Est-ce que les soldats ils avaient un équipement pour se protéger de ces gaz? En 1915, aucun équipement côté français n'a pu protéger les soldats. Ah ouais, tant pis. Il y a eu 30 000 morts dès la première... Comme ça, direct. Donc la première réponse de l'état-major français, ça a été des bandes, des compresses que les soldats se mettaient sur le nez. Puis ensuite, on a donné des lunettes. On a développé la cagoule gaz. Ok. Et on est arrivé au M2, qui est le modèle de masque l'un des plus efficaces en tout cas du conflit. Dès qu'il y avait des gaz moutardes qui étaient lancés par les ennemis, les soldats mettaient ça sur la tête. J'ai plus qu'à fermer une languette et je suis protégé. D'accord, ça se met facilement. Ok, comme ça, tac. Encore un peu d'entraînement et ça devrait aller. Ça marche. Est-ce que tu penses que ça peut être un masque aussi anti-Covid? Oui. Vu qu'on a une bonne épaisseur, on peut s'en servir pour ne pas laisser passer les postillons. C'est pas son usage premier, mais... Peut-être les futurs masques qu'on aura à l'école, qui sait. À ma droite, c'était quoi? Un atelier? Il faut avoir un endroit pour pouvoir réparer les outils. Les pelles, pinces, bien sûr. Pour pouvoir couper les barbelés, justement. Ou creuser les tranchées. Exactement, les barbelés, le réseau brun, on l'appelait aussi. Il faut un endroit pour centraliser tout ça. Il était soit en deuxième ligne, soit en troisième ligne. Du coup, Thomas, la guerre a duré 4 ans. 4 ans, c'est long. On s'ennuie dans les tranchées. Est-ce que du coup, ils avaient Netflix ou quoi pour s'occuper? Malheureusement, non. Ah. Ils pouvaient pas regarder des séries à volonté comme nous on le fait. Mais par contre, ils avaient d'autres occupations. Ok, comme quoi par exemple? Par exemple, tu vois derrière toi des restes d'obus. Et il y avait beaucoup d'artisans dans les troupes françaises. Donc, on grave les obus, on grave des morceaux de bois pour en faire des cannes, on peut faire des bagues avec des petits morceaux de métaux. Ils peuvent lire le journal, le poilu déchaîné. C'était un journal de l'époque? Écrit par les poilus. J'avais appris aussi à l'école que les poilus envoyaient des lettres à des femmes des fois en attendant des réponses. Comment ça s'appelait déjà ça? Les marines de guerre. Pour les occuper toujours, c'est ça? Pour les rassurer, pour leur donner un réconfort mental. Le plus important pour le poilu, c'était son courrier. C'était tout ce qui le reliait à l'arrière. Waouh. Mais il pouvait pas écrire n'importe quoi. Ce que le poilu racontait dans sa lettre, c'était censuré. C'est la poste militaire qui s'occupe de ça, c'est pas la poste civile, hein. Ouais. Donc ça passe d'abord dans les mains des censeurs. Et si on considère que ça fera baisser le moral à l'arrière, la lettre passe pas tout simplement. D'accord, ça veut dire que le poilu n'avait pas le droit de dire que c'était la merde totale. Il faut pas trop appuyer la chose. C'est pour ça que lorsque les soldats sont revenus du front, ils avaient eu énormément de mal à partager leur expérience. C'est bientôt Noël. On va essayer de négocier une trêve avec les Allemands pour qu'on puisse jouer au foot ensemble. Le 637e, les Allemands ont accepté la trêve pour ce soir. Bien reçu, nous transmettons. On a qu'à faire de la muscu ensemble, on aurait dû faire de la muscu ensemble. Allez, on reste concentrés les gars. Du coup, depuis le début de la tranchée, on voit qu'il y a des câbles. Où est-ce que ça arrive ces câbles? Ça arrive ici, au poste de communication. Ici, on a un téléphone, on a un télégraphe pour pouvoir communiquer avec d'autres tranchées ou à l'arrière du front. D'accord. Mais c'est des communications réservées à l'armée. Les poilus n'avaient pas le droit d'appeler leur famille pour passer de nouvelles, etc. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas non plus énormément de téléphones. Il vient tout juste d'entrer dans les foyers. Is this an instrument of communication or torture? D'autres moyens de communication, les pigeons voyageurs ou alors des pigeonniers mobiles, carrément. D'accord, c'est des mecs qui courent. Non. Ah d'accord, c'est autre chose. Non, non, le pigeonnier mobile, c'est une sorte de caravane où les pigeons ont été habitués à aller chercher leur nourriture. Dès que tu as un message à faire parvenir, tu prends ce pigeonnier mobile. Ah, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Je connais pas les paroles. Du coup, les Allemands et les Français ont vraiment fait la paix le jour de Noël. Happy Christmas. Pas la paix, une trêve parce que du coup le lendemain ils se sont refoutus sur la gueule. On voit le bout, on voit la lumière. C'est bon, la guerre est finie, on a gagné. Ouah. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici et regardez une autre vidéo en cliquant là. Et bien évidemment une pensée émue pour tous les soldats morts pour la France.